dernier intervenant, the last but not the least, Gilles Babinet. Gilles Babinet, c'est effectivement un expert de tout ce qui est data, IA, changement des modèles. Il est Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne. Il est aussi vice-président du Conseil national du numérique. Et surtout, c'est un multi-entrepreneur. Donc, c'est aussi important d'avoir ce regard un peu extérieur, un observateur très attentif de toutes ces questions-là. Et puis, j'imagine qu'il va aussi nous challenger sur demain ce qui va se passer. Gilles Babinet. Bonjour, bonjour, je suis très heureux d'être ici parmi vous. J'ai toujours beaucoup de plaisir pour tout un tas de raisons à venir à Bordeaux. Et puis au-delà de ça, je trouve que votre industrie, votre secteur d'activité est intéressant parce que en pleine transformation, on va en parler tout au long de cette présentation. Alors, quand je dis ça, évidemment, il faut pouvoir le démontrer. Et je pense qu'on sent tous qu'il y a une forme d'accélération actuellement. Mais une chose qui, je trouve, qui est vraiment intéressante, c'est d'essayer de la caractériser. C'est-à-dire pourquoi est-ce que le monde accélère et quels sont finalement les drivers de cette expansion, de cette accélération. C'est systématiquement maintenant par ça que je commence mes interventions, parce que je crois qu'il y a un phénomène d'accélération et qui est tout à fait explicable. Quand je fais ce type d'intervention et que je parle de cette accélération, le point de départ pour moi, c'est finalement Gordon Moore. On est en 1969 et ce monsieur qui va inventer le microprocesseur, qui va commercialiser les premiers microprocesseurs la même année, va avoir une affirmation absolument extraordinaire. Il va dire les microprocesseurs sont appelés à doubler de puissance et cela tous les 24 mois. Il pensait que ça durerait quelques années, ça a duré au moins jusqu'en 2014, probablement 2016. On a continué à augmenter la puissance des microprocesseurs partant de 12 000 transistors au moment où il va affirmer cette prédiction, jusqu'à 10 à 15 milliards de transistors dans un microprocesseur, donc ces dernières années. Et ça, évidemment, ça va absolument tout changer. Ça va faire qu'on va passer de gros ordinateurs extrêmement coûteux. Ici, vous avez un des ordinateurs du réseau ARPANET, première grande série d'ordinateurs connectés entre eux aux États-Unis. Et vous voyez que le coût est phénoménal, la taille également, et la puissance de calcul reste extrêmement faible, mais elle va augmenter de façon très forte, avec un coût qui va descendre de façon absolument dramatique, comme on dit en anglais, et dans quelques années de plus, on va rentrer dans la micro-informatique. Micro-informatique qui va d'abord s'étendre dans le monde des PME, et puis petit à petit dans le monde domestique, en étant une micro-informatique connectée. En 2000, on a 250 millions de personnes qui sont connectées à Internet, presque exclusivement dans le monde occidental, dans les pays développés. Et on parle pourtant déjà de la bulle de l'Internet, souvenez-vous de cela, c'était il y a moins de 20 ans. Mais finalement, ce qui va emmener la révolution, ce qui va la massifier de façon forte, vous le savez tous, c'est l'émergence du téléphone mobile. Si vous voulez du smartphone, si vous voulez une illustration, je trouve, assez parlante de ce qu'est la révolution digitale, vous regardez ce téléphone. Et dans ce téléphone, vous avez plus de puissance de calcul que toute la puissance de calcul qui était disponible en 1969 sur la planète. Voilà, donc ça c'est une première illustration de cette révolution digitale qui va évidemment continuer, perdurer. On est en 2019 et vous avez un téléphone qui a une puissance un peu supérieure à celle de celui de la précédente image, mais regardez le coût est absolument marginal. Donc en quelques décennies, on a été capable de faire exploser la puissance de calcul, la puissance de stockage, la capacité de transfert de l'information, de transport de l'information. Et évidemment, je vous ai parlé tout à l'heure de la fin physique de la loi de Moore, mais néanmoins, on est capable, à la fois pour des raisons industrielles et pour des astuces technologiques, de trouver le moyen d'augmenter la puissance de calcul dont vous disposez. Par exemple, le cloud permet de délocaliser le calcul. Et puis, on a également des technologies de rupture qui existent. La prédiction, c'est d'ici 2025, on devrait à peu près avoir le même phénomène qu'on a aujourd'hui avec le téléphone mobile. On estime que
toute la planète est en capacité d'accéder à la télécommunication aujourd'hui. On n'est pas forcément propriétaire d'un téléphone, mais on peut téléphoner. Ça sera la même chose avec la TCP/IP grâce au smartphone. Les téléphones actuels vont peu à peu être remplacés par des téléphones avec ces capacités de calcul. Puis il y a un phénomène concomitant qui vous intéresse d'ailleurs, c'est l'explosion de l'IoT, ce que l'on appelle les petits objets connectés, les objets communicants. Et l'IoT, les prédictions des analystes, il y en aura 100 milliards qui se baladeront dans les environnements de tout type, les supply chains, l'industrie, le monde des services, les environnements domestiques, d'ici 2025. Donc ça va être une très très grosse tendance en termes de hardware et qui est une conséquence finalement de cette loi de Moore, arriver à finalement marginaliser le coût des microprocesseurs à tel point qu'on est capable de les mettre absolument partout. Alors, quel est le futur dans la perspective post-loi de Moore? Je l'ai dit, des technologies de cloud, mais au-delà de ça, des technologies de rupture qui sont avec des potentiels assez significatifs si elles venaient à marcher. Je pense par exemple à l'ordinateur quantique. On ne sait pas encore si on sera capable de faire réellement des ordinateurs quantiques, mais si cette prédiction venait à devenir une réalité, on sortirait de la loi de Moore littéralement par le haut, c'est-à-dire qu'on aurait une accélération absolument exponentielle de la puissance de calcul par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça, finalement, c'est la première dynamique, la dynamique technologique qui va s'exprimer au travers de plusieurs grandes phases. Les mainframes, des gros ordinateurs que seuls, comme dans Stanley Kubrick, des cybernéticiens en blouse blanche étaient capables de faire fonctionner. Puis des ordinateurs qui vous sont accessibles grâce à une couche qu'on va rajouter dessus, qu'on appelle le système d'exploitation, avec une interface graphique, que ce soit dans votre smartphone ou dans votre ordinateur portable. Et puis, il y a une révolution qui s'exprime actuellement, qui change le rapport de l'homme à la machine. C'est évidemment celle de l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'interagir avec des environnements à très haut niveau d'incertitude, comme par exemple être capable de conduire une voiture au milieu de scénarios qui ne se répètent absolument jamais. Donc ça, c'est une dynamique qui est extrêmement forte et qui nous permet, d'une façon générale, de créer des gains d'opportunités. C'est le propre de la révolution digitale. La révolution digitale, ça permet d'interfacer des environnements extrêmement différents et de créer des opportunités entre du flux et du stock de façon extrêmement efficace. C'est à peu près abscon, théorique en partie. Je vais vous donner un exemple. Il y a aujourd'hui 17 pays en Afrique qui sont non minéraliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de minéraux d'une façon générale. Et ce qu'on observe depuis la grande crise de 2008 financière, c'est que ces pays, contrairement à tout ce qu'on avait connu jusqu'à présent, croissent plus vite que les autres. Et on ne comprend pas, on ne comprenait pas pourquoi. Et donc on a fait venir beaucoup d'économistes qui ont fait des études, qui ont constaté que le PIB par habitant dans ces pays avait décru d'à peu près 25% depuis 1962, et on a trouvé un élément de corrélation extrêmement intéressant qui est les télécommunications. Vous voyez que cette courbe n'augmente pas jusqu'en 1997. 1997, c'est le début des téléphones mobiles, et cette courbe va littéralement exploser, comme vous le voyez, et emmenant avec elle le PIB par individu dans ces pays. Vous voyez que ça croît, et c'est une bonne nouvelle. Et on a fait tout un tas de travaux et on s'est rendu compte que, par exemple, sur des populations de fermiers ougandais qui sont extrêmement pauvres, $1 par jour de revenus, eh bien, le fait de leur donner un téléphone mobile va changer leur sort de façon extrêmement significative puisqu'ils vont tripler leurs revenus. Ce n'est pas quelques pourcents d'augmentation, c'est tripler leurs revenus. Pourquoi? Parce qu'ils accèdent à de l'information qui a une très grande valeur. Première information, eh bien, c'est le prix de leur récolte. Combien vaut un boiseau de 1000 par exemple? Eh bien, quand vous n'avez pas cette information, vous n'êtes pas capable de négocier de façon optimale. Si vous savez ce que vaut ce que vous avez récolté, vous avez un bargain power, un pouvoir de négociation qui change. À cela, rajoutez la météo, connaître si une tempête arrive dans 3 jours, vous allez faire votre récolte, et puis également accéder à des techniques agricoles, partager avec d'autres agriculteurs vos techniques et améliorer votre productivité. Voilà la puissance de l'information dont vous bénéficiez absolument
tous les jours, dans tous les domaines. Et ce que l'on sait, c'est que quand on passe finalement d'un premier niveau d'information qui est des télécommunications à de la télécommunication sur IP, c'est-à-dire finalement de l'Internet, eh bien les gains d'opportunités explosent. Donc ce que l'on prévoit finalement en Afrique, c'est ça. Une très très forte croissance du PIB par habitant, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et le principal facteur qui va emmener cette croissance, c'est ceci. C'est l'émergence du smartphone. Le smartphone qui remplacera donc le feature phone, le téléphone mobile de base, qui est aujourd'hui encore très très présent en Afrique, et qui va permettre d'amener des services à très forte valeur ajoutée. Quelques exemples, l'un d'entre eux bien connu, M-Pesa, on est au Kenya. En l'espace de 10 ans, on va juste bancariser 29 millions de personnes sur une population totale de 44 millions d'individus. M-Pesa aujourd'hui, c'est 60% des échanges marchands du Kenya, c'est un tiers de la croissance qui provient de ce service uniquement, la croissance du Kenya étant l'une des plus fortes du monde, aux alentours de 8%. Au départ, c'était du mobile money, maintenant c'est du mobile banking, avec des services de crédit, des services assurantiels, et le Kenya est aujourd'hui une digital nation, en ce sens où il y a une explosion de services qui sont de toute nature et qui changent littéralement le sort de ce pays africain, avec finalement assez peu de ressources minérales. Donc c'est un très très bon exemple de ce que je voulais vous dire. Il y a au-delà de ça une deuxième dynamique qui je crois est importante à comprendre, c'est ce qu'on appelle l'aplatissement du monde. C'est-à-dire que vous êtes tous des émetteurs de data. Pendant que je vous parle, la plupart d'entre vous êtes en train d'émettre de la data simplement parce que votre téléphone est toujours connecté au réseau et que ce faisant, il crée de la donnée qui permet de vous localiser, qui permet d'assurer le transfert de l'information. Et tout cela fait que finalement la façon dont on est capable d'interagir avec le monde change littéralement. Thomas Friedman, un économiste américain, a parlé de l'aplatissement du monde et je crois qu'il avait une prescience en 1997 de ce qui allait se passer parce que cet aplatissement du monde a des conséquences absolument imprévisibles. Si je vous dis par exemple qu'on est capable de collecter de l'intelligence issue de la multitude, et vous allez voir tout au long de cette présentation que cette intelligence est de forme extrêmement variable, ce n'est pas quelque chose qui est pour autant évident. Pensez à Wikipédia. Wikipédia, c'est une encyclopédie qui fait 650 millions de visiteurs uniques par mois, c'est 10% de la planète, et cette encyclopédie, elle a été faite par la multitude. Si on imprime la version anglaise de Wikipédia, on a une encyclopédie qui fait 250 mètres de haut, c'est 100 fois plus qu'une Britannica qui fait 1,90 m de haut, et chose étonnante, il y a moins de fautes dans une Wikipédia que dans une Britannica. Donc vous êtes capable de faire de la quantité, mais vous êtes aussi capable, parce qu'on sait parcelliser votre expertise, de la qualité, et cela à des échelles qui sont extrêmement variables. Tout cela, finalement, nous emmène dans un monde qui est totalement nouveau, un monde qui est de plus en plus fragmenté, un monde qui est de plus en plus parcellaire, à certains égards un monde qui est beaucoup plus plat. Donc il y a technologiquement la première brique qui est TCP/IP, puis là-dessus on voit des technologies qui permettent de décentraliser le calcul. Blockchain est l'une d'entre elles, mais je parlerai plus généralement de ce qu'on appelle les Software Defined Networks, qui sont l'un des attributs de la 5G, cette technologie qui arrive de télécommunications et qui n'est pas qu'une technologie de transport, mais qui est aussi un système, une architecture de réseau qui a une nature totalement différente de ce que l'on a connu auparavant, qui va, entre autres choses, rendre obsolète le Wi-Fi et qui va faire en sorte que lorsque vous regarderez un film sur Netflix, vous n'irez plus chercher ce film en Californie, mais vous pourrez tout aussi bien aller le chercher dans une plaque d'égout qui se trouve à quelques centaines de mètres de chez vous. Donc le monde change, le monde accélère, et finalement, l'un des très très grands drivers de cette révolution, c'est évidemment la data. Alors, la data, on en a parlé dans la table ronde d'avant, puis dans celle d'avant également, vous en avez parlé entre vous, c'est au cœur de vos réflexions. J'ai entendu l'un des intervenants dire qu'il n'aimait pas parler de la data, et je le comprends parce que c'est tout à fait obscur. Finalement, si je vous demande de vous exprimer sur la définition de la data, j'aurai probablement autant de définitions que vous êtes autour de moi. Je vais vous donner une petite image qui est partiellement historique, qui va vous aider à comprendre ce que c'est que la révolution de la data. Imaginez qu'on soit en 1997 et qu'on ait une conversation imaginaire entre le directeur technique du Louvre
et finalement le directeur tout court du Louvre. Cette discussion est basée sur des faits réels. C'est-à-dire qu'en 1997, ce qui est réel, c'est que la totalité des œuvres visibles du Louvre ont été numérisées. Et donc, le directeur technique va voir son patron et lui dit « Chef, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on a numérisé toutes les œuvres. » Et son patron lui répond « Magnifique, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Et donc, ce que lui répond le directeur technique, c'est « Eh bien, comme on a balisé ces œuvres, vous pouvez les appeler par le type d'œuvre, l'auteur, la date, toutes les balises qu'on a créées. » Et le directeur va lui répondre, et là c'est imaginaire, ok, et est-ce qu'on est capable d'analyser les images en elles-mêmes? Et là, ce que va lui dire le directeur technique, c'est le maximum de ce qu'on sait faire, c'est à peu près compter les pixels. Voilà ce qu'on savait faire en 1997, parce qu'on n'avait pas eu la révolution du machine learning, du deep learning, la révolution des infrastructures basées sur le big data. Ça n'était tout simplement pas arrivé. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 2004, on va créer des nouvelles infrastructures numériques qui vont libérer le potentiel de la data. Et donc, on est en 2010 et on a à nouveau cette conversation. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le coût d'administration de la donnée va baisser d'un facteur 70 000. Ce qui coûtait 1 million d'euros à faire en 1997 coûte 15 euros à faire en 2010. Et puis au-delà de ça, on a des nouvelles catégories d'algorithmes qui vont nous permettre de complètement changer la relation qu'on a à cette image. Et donc, nouvelle conversation entre le directeur technique et le directeur du Louvre. Celui-ci lui dit « Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on est en 2010 avec ces images ?» Et là, il lui répond « Écoutez, on peut à peu près tout faire. On peut demander à identifier toutes les jeunes filles qui ont un foulard bleu noué sur la tête. On peut rechercher toutes les images qui ont des craquelures pour les isoler et pour pouvoir les restaurer. On est capable de chercher toutes les images qui ont des fonds noirs et ainsi de suite. Toutes les questions sont ouvertes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a une révolution d'infrastructure de la donnée. On stocke désormais les données dans des environnements qui sont beaucoup plus agiles. Donc, c'est la fameuse règle des 3 V, le volume, la vélocité, la variété, extrêmement importante. Et puis, là-dessus, on va être capable de mettre de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning. Révéler, prédire, ce sont des choses qui sont désormais possibles et à partir de là, être capable de créer des scénarios, de réagir. Alors, je vais vous emmener dans un terrain encore plus a priori complexe à comprendre, celui du deep learning. Vous dites, le deep learning, je préfère ne pas savoir ce que c'est. Pas si compliqué que ça. Deep learning, c'est le traitement de l'image, principalement, ou des bruits qui sont des signaux non structurés. C'est l'une des sous-disciplines du machine learning et c'est probablement là que les révolutions sont les plus importantes actuellement. Il y a un certain nombre de choses à comprendre. D'abord, les réseaux de neurones, inventés en 1957. Mais on rentre dans l'hiver de l'intelligence artificielle, on n'est pas capable d'en faire grand-chose. On sort de l'hiver aux alentours des années 70, on y re-rentre aux alentours des années 85. Puis il ne se passe toujours rien. Yann Lequin, chercheur français, travaillant chez Facebook, travaillant au CNRS, travaillant au MIT, il va structurer les réseaux de neurones convolutionnels. Il va inventer des règles pour faire travailler les réseaux de neurones entre eux et il va débloquer le potentiel de ces réseaux de neurones qui est de reconnaître des images pour faire simple. Mais pour différencier un chat d'un chien dans les réseaux de neurones, il faut des millions de chats, des millions de chiens, en tout cas des centaines de milliers. Donc c'est compliqué d'avoir ces images. Vous n'allez pas prendre un appareil photo et photographier des chats et des chiens dans la rue. C'est compliqué. Mais une chose extraordinaire arrive, Internet permet de centraliser ces images. Et en particulier ImageNet, qui va permettre de poser des requêtes pour centraliser toutes ces images et faire en sorte qu'on puisse présenter au réseau de neurones des images extrêmement diverses. Ça peut aussi être d'ailleurs des vidéos. Et donc ImageNet va débloquer l'accès au contenu qui permet au réseau de neurones d'apprendre. Il reste encore un blocage. Les microprocesseurs CPU que vous avez dans vos ordinateurs ne sont pas faits pour traiter les réseaux de neurones. C'est trop lent. Et un chercheur qui s'appelle Andrew Ng, chercheur sino-américain, va avoir l'idée d'utiliser des GPU, des processeurs graphiques, pour pouvoir les mettre à l'envers et plutôt que de restituer de l'image, d'absorber de l'image et d'être capable de traiter ces réseaux de neurones. Ces 3 révolutions, la dernière arrivant aux alentours de 2009, vont faire exploser cette discipline. Cette discipline est aujourd'hui mature, elle a des environnements de développement qui sont extrêmement structurés et elle va changer le monde entier
y compris votre industrie d'une façon générale. Si on parle aujourd'hui du déblocage, du potentiel de faire fonctionner des véhicules autonomes que j'évoquais tout à l'heure, eh bien c'est grâce largement à ces individus qui ont débloqué cette discipline. Les véhicules autonomes, c'est beaucoup de deep learning, mais c'est aussi beaucoup d'environnements extrêmement complexes, de scénarios qui sont, eux, structurés par le machine learning d'une façon générale. Et encore une fois, s'il y a vraiment quelque chose qui est important à comprendre dans la révolution digitale, c'est cette dernière révolution dans la révolution, c'est-à-dire le potentiel de libérer les technologies et les services que l'on peut faire à partir de cette révolution digitale. Je crois que finalement, quand on observe les très grandes startups, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, ou l'équivalent en Chine, ce que l'on voit, c'est que ces startups qui sont relativement anciennes sont en train de se recycler complètement au travers de l'intelligence artificielle. Qu'il s'agisse de vous présenter des playlists de produits sur Amazon qui soient personnalisées ou d'être capable de vous proposer des listes d'amis qui vous conviennent le mieux sur Facebook ou WhatsApp, tout cela est basé sur des systèmes de machine learning qui sont extrêmement élaborés. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez la profitabilité de ces entreprises qui offrent leurs services gratuitement, qu'il s'agisse de Google ou de Facebook, pour ne citer que celle-ci, elle est absolument extraordinairement élevée à partir de services qui sont gratuits, à au moins 80% de leurs revenus. Et finalement, ça montre bien, c'est la caractérisation même de la marginalisation des coûts de traitement et de distribution de l'information. Vous êtes capable d'accéder à du stockage, du transfert d'informations, de la géolocalisation, du cloud, de l'intelligence artificielle, tout cela gratuitement. Et c'est finalement, d'une certaine façon, le premier niveau d'aboutissement de la révolution digitale. Et ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise avec ça, parce que quand vous avez été dans des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, ou toutes les écoles que vous avez faites, vous n'avez pas appris ça. Vous n'avez pas appris la loi de Porter, les 4P, basés sur la gratuité. Parce que le produit, c'est vous, c'est pas, on dit souvent ça, le placement, il n'y en a plus, on est sur Internet, le prix, il n'y en a plus non plus, je ne sais plus quel est le 4P, mais voilà, donc toutes ces règles explosent en général, il faut tout réapprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde doit tout réapprendre, donc on est à certains égards tous sur la même enseigne. D'autres éléments sont totalement imprévisibles. Ce gars-là, on se dit qu'il sort de Woodstock, eh bien non, il sort peut-être de Woodstock, c'est possible, mais au-delà de ça, Richard Stallman a inventé l'open source. Il a inventé Linux. Linux, c'est 93% des serveurs dans le monde. Vous n'avez pas un seul smartphone ici qui ne comprend pas des briques issues de Linux. Que vous ayez un iOS ou un Android, il y a systématiquement des petits morceaux logiciels qui viennent de l'initiative de ce monsieur barbu. 170 000 personnes ont participé dans le monde à Linux. C'est un environnement logiciel qui est considéré comme beaucoup plus solide que tous les environnements propriétaires qui ont été développés pour faire tourner des ordinateurs d'une façon générale. Qui aurait imaginé que finalement un monsieur comme Yann Lequin que j'évoquais tout à l'heure aurait quasiment arrêté de faire de la recherche. Il a arrêté de faire de la recherche parce que il dit les plateformes comme TensorFlow ou Scikit sont aujourd'hui beaucoup plus fortes que moi pour rassembler des talents et qui sont capables d'avancer beaucoup plus vite que les 150 ingénieurs que j'ai dans mon laboratoire de Facebook qui fait de l'intelligence artificielle. Donc la plateforme, encore une fois, la multitude est ici devenue la règle. Il dit d'ailleurs un peu en plaisantant, je suis passé de chercheur à agence de voyage, puisque aujourd'hui, il passe beaucoup plus de temps à détecter des talents et à les inviter dans des conférences en leur payant leur billet d'avion qu'à faire de la recherche sur un tableau noir. Qui aurait cru qu'une seule plateforme, GitHub, soit capable de rassembler 30 millions de codeurs. 30 millions de codeurs, c'est à peu près tout ce qui doit exister sur Terre en matière d'expertise la plus avancée qui soit dans le domaine du code. Cette plateforme a 30 millions de codeurs, plus de 60 millions de projets. On estime probablement à plusieurs milliers de milliards de lignes de code qui sont déposées sur cette plateforme. Et tout cela est massivement en open source. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez peut-être le prochain logiciel qui va faire réussir votre entreprise. Les codeurs ne disent plus je code, ils disent je glue.
parce qu'on va chercher des petits morceaux logiciels et on fait juste les assembler entre eux en mettant les petites lignes de code qui vont leur permettre de communiquer entre les petits morceaux. Et tout cela s'oppose au monde dont on sort. Le monde dont on sort, c'est un monde qui est extrêmement codifié. Il faut comprendre que la première révolution industrielle, son grand moment, c'est 1830. 1830, on est post-guerre napoléonienne, on est au Royaume-Uni et on a une explosion industrielle. Les filatures sont partout, au sud de Manchester, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'a pas l'habitude de ces grandes organisations. Et donc, les seules personnes qu'on connaît qui savent faire fonctionner des grands organisations, ce sont des militaires. Des militaires qui ont fait les guerres napoléoniennes en passant. Et donc on va les chercher et on leur demande de diriger ces usines. Ce qu'ils font, c'est du command and control. Un ordre est donné, je m'assure que l'ordre est exécuté et je valide cet ordre. Et puis, ils font aussi de la siloisation. Ils séparent les corps de métier en fonction d'expertise. Donc c'est le taylorisme futur qui naîtra. Et puis Fayol parlera finalement de la bureaucratie, de l'administration. Max Weber le théorisera de façon extrêmement élégante par la suite. Mais ce monde-là, finalement, il structure toujours notre environnement. C'est comme ça qu'on a construit toutes les organisations qui ont fait ce salon, qui ont organisé le monde tel qu'on le connaît. Quand on est arrivé dans la deuxième révolution industrielle, c'est la même chose. Sauf qu'on a besoin de gens qui sont plus talentueux, qui ont plus d'expertise, parce que les technologies sont plus sophistiquées. Faire fonctionner un moteur électrique, ça nécessite de savoir lire, de savoir compter, de savoir lire une notice de mode d'emploi, de savoir compter le nombre de watts qui sont dans le moteur. Et donc, on va former les gens, on va créer l'école obligatoire qui deviendra plus tard l'école publique obligatoire. Mais le monde dans lequel on rentre, c'est un monde dont les règles, notamment les règles managériales, ne sont pas les mêmes. Quand vous regardez les unicornes, les 460 entreprises dans le monde qui ont été créées après 2000 et qui ont une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars, et quand on fait des études sur ces unicornes, une des choses qui est absolument évidente, c'est que leur mode de fonctionnement n'est pas le même que les entreprises qui ont précédé. C'est la même chose pour les métaplateformes, les Batix, les GAFA, les je ne sais quoi encore. Ces entreprises ne fonctionnent pas de la même façon. Et donc ce sont des plateformes. Ce sont évidemment des plateformes technologiques qui reposent sur les lacs de données, les API, les microservices, tous ces termes barbares dont je vous épargne l'explication. Mais c'est aussi une volonté de passer d'organisations qui sont en silo, très hiérarchiques, très bureaucratiques, à des organisations qui sont plates et qui sont beaucoup plus distribuées, beaucoup plus plateformisées d'une façon générale. Ce que l'on lutte contre, c'est contre les silos. Les silos détruisent de la valeur parce que pour pouvoir faire fonctionner les silos entre eux, on doit mettre une part de bureaucratie absolument considérable. On considère que c'est à peu près 30% le coût d'une entreprise, le fait de fonctionner en silo, en plus d'une entreprise traditionnelle. C'est-à-dire que vous allez passer d'entreprises qui sont bureaucratiques à des entreprises qui vont utiliser des outils digitaux distribués par le cloud pour pouvoir fonctionner. Ces outils sont de 3 types. C'est des analytics pour partager des scénarios. Ce sont des outils de communication qui sont généralement des instant messaging qui vont hiérarchiser, qui vont justement eux siloiser l'information plutôt que de siloiser les pratiques. Et puis ce sont des outils de représentation qui vont permettre de partager du code, de la 3D, des plans, tout type de choses pour pouvoir faire fonctionner ces organisations. Et donc on va passer d'organisations qui sont comme ça, verticales, hiérarchiques, où vous voyez les briques de couleur, c'est des systèmes d'information qui se parlent pour ainsi dire pas entre eux, qui sont différents, compliqués à faire parler ensemble. Et puis on va exploser ça, en commençant par le département IT en général, qui va passer en mode agile. Mais les vraies organisations de demain, ce sont des organisations qui se sont structurées autour de mode projet de façon totale. C'est-à-dire qu'il s'agisse de dev ou d'opération, on passe largement en mode projet. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de hiérarchie, que ce soit clair. Getz, Lalou, c'est pas pour moi, c'est pas ce que je constate dans ces entreprises-là. Il y en a moins, mais par contre, il y a beaucoup moins de siloisation, voire plus du tout au sein de ces entreprises. On crée des projets de façon permanente en fonction de ce que l'on a à résoudre et on dissout ces projets une fois que l'on a résolu les enjeux que l'on avait à traiter. Donc c'est typiquement ce qu'on appelle des organisations agiles et ce sont des organisations qui sont également incrémentales, c'est-à-dire du build to fail. On lance quelque chose,
on le fait progresser, on récolte de la data, on voit ce qui dysfonctionne, on améliore de cette façon-là. On est capable de faire ça dans le monde, évidemment, des startups, mais aussi dans des mondes qui sont extrêmement traditionnels. Le monde de la banque et de l'assurance a démontré qu'on était capable de faire ça. Le monde de l'industrie a également démontré qu'on était capable de faire ça. Par exemple, dans la conception de réacteurs d'avion, on a mis 17 000 ingénieurs en mode agile pour pouvoir faire ce produit que vous voyez ici. Donc ce sont des règles qui sont extrêmement différentes et qui ne sont pas optionnelles. C'est-à-dire que si on était en 1910 et que vous me disiez que vous êtes resté à la machine à vapeur pour faire tourner votre usine, eh bien, manifestement, vous seriez en danger parce que tout le monde est passé à l'électricité dès 1910 parce que c'est beaucoup plus flexible. Et donc là, on est sur des règles qui s'appliquent à des cycles longs, l'époque où il n'y avait pas encore Internet. Et vous savez très bien qu'une start-up qui vient de la Silicon Valley, qui vient de n'importe où sur Terre, eh bien, elle raccourcit ses cycles parce qu'elle amène de la disruption dans des domaines qui sont des domaines traditionnels. Et donc, l'objectif, c'est d'adopter ces règles pour être capable soi-même d'initier de la disruption et finalement d'être capable d'absorber cette innovation qui vient de façon beaucoup plus rapide. Et donc ce que font les organisations en général, c'est ça, c'est-à-dire qu'elles sont traditionnelles et elles vont mettre une innovation de rupture au cœur de l'organisation, avec tous les anticorps qui vont être gênés par cette innovation et qui vont chercher à la tuer en général avec une assez grande efficacité. Donc quand vous voulez faire de l'innovation, ne faites pas ça. Donnez un espace de jeu qui soit différent aux gens qui souhaitent faire ce genre de choses. Laissez-les expérimenter, laissez-les faire quelque chose avec les gens qu'ils jugent capables de faire des modèles d'innovation de rupture et donnez-leur l'opportunité potentiellement de rentrer en concurrence avec l'organisation principale jusqu'au moment où ils vont avoir pris un petit peu d'assurance et ils vont être capables de faire la démonstration que leur modèle organisationnel et de production fonctionne. Quand vous aurez atteint ce niveau de maturité, vous pouvez commencer à mélanger les organisations, c'est-à-dire prendre des gens de l'organisation traditionnelle, les exposer à l'équipe start-up et finalement contaminer le modèle de management au sein de votre organisation mère. J'ai fait 70 études sur 70 entreprises différentes, je n'ai pas vu une seule exception à cette règle. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible de faire autrement. Les entreprises qui mettent des dizaines, parfois des centaines de millions dans des organisations incrémentales se trompent. Et généralement, au bout d'un moment, elles reviennent sur des modèles de lab, de tech lab, de start-up, de je ne sais quoi, qui fonctionnent beaucoup mieux. La règle, c'est le consommateur. C'est-à-dire que votre objectif, ce n'est pas de rendre service à votre patron, ou au patron de votre patron, ou même d'aller montrer que votre BU est plus performante que l'autre. L'objectif, c'est l'utilisateur final. Comme le dit Jeff Bezos, c'est un peu brutal, mais tout ce qui ne sert pas à l'utilisateur final ne sert à rien, c'est-à-dire le consommateur. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? On dit ça parce qu'on est capable de souder toute l'organisation par la data vers l'utilisateur final. C'est-à-dire que la data, c'est finalement le point commun qui va transversaliser l'entreprise, la plateformiser en d'autres termes, et qui va permettre de faire en sorte qu'on s'organise complètement autour de ça. Et donc ça veut dire que finalement on va devoir changer l'écosystème. Vous êtes l'une de ces briques, parfois plusieurs d'entre elles. Dans un événement, il y a l'événement en tant que tel, il y a le marketing amont, il y a le ticketing. On utilise d'ailleurs des plateformes tierces pour faire ce genre de choses. Le vrai enjeu, c'est évidemment d'être capable d'unifier cette expérience, de l'intégrer et de la personnaliser à outrance. Et c'est compliqué parce qu'on a des systèmes d'information qui sont hétérogènes, on a des API qui ne sont pas compatibles. Mais ce qui est en train de se passer, et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on est capable de créer des expériences qui sont très largement enrichies grâce à l'intelligence artificielle et qui sont capables de traiter des environnements extrêmement hétérogènes. Aussi bien pour faire véhiculer la donnée de façon transversale que pour être capable de comprendre au travers de machine learning le comportement individuel des usagers. Et donc aujourd'hui, quand vous allez dans un salon en Chine, aux États-Unis, je vous dis ça à dessein parce que je l'ai fait ces dernières années et j'ai été frappé, et c'est pas du tout une critique, mais de voir qu'il y avait un niveau d'expérience qui était quand même incroyablement élevé
par la technologie, par rapport à ce à quoi on a l'habitude. C'est-à-dire que l'idée, c'est évidemment de rencontrer des gens en utilisant un peu ce qu'on appelle la sérendipité. Vous baladez dans une allée, vous croisez quelqu'un que vous connaissez ou pas, ou vous tombez sur un stand que vous connaissez. Mais vraiment, l'idée principale, c'est de faire en sorte d'augmenter l'expérience en permettant aux gens d'avoir quelque chose qui soit totalement individuel. C'est-à-dire que le parcours que fait Martin et le parcours que fait Lefebvre, eh bien, c'est deux parcours qui, en apparence, sont un peu semblables. Ils vont tous les deux se rendre à l'événement aux mêmes dates, mais c'est la seule chose qui est commune. Et tout le reste est totalement différent. C'est-à-dire qu'on va comprendre qui ils sont, comment ils voyagent. Depuis très longtemps, on va essayer d'être en connexion avec eux, de remonter de la data. Et au moment où le jour J arrive, on va personnaliser une expérience de façon absolument totale, de la minute où ils vont se lever jusqu'au moment où ils vont éteindre la lumière. Je racontais ça tout à l'heure. J'ai été dans un événement en Chine il y a peu de temps. J'ai été surpris de voir que le collatéral, le petit livret qu'on mettait sur mon lit, avait été imprimé pour moi. C'est-à-dire qu'il a été personnalisé pour moi. Vous l'ouvrez, vous tombez sur votre nom dedans. C'est-à-dire qu'on vous dit merci Monsieur Babinet d'être venu dans notre événement. Et tout ce qui est derrière a été personnalisé en fonction de mon parcours dans le salon. Donc voilà les expériences vers lesquelles on va. Je pense que ce qui est important, c'est que vous êtes dans un environnement qui est multiface. C'est-à-dire c'est vraiment ce que Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie nationale, dit. C'est des environnements qui sont agrégés, qui créent de la valeur avec des parités qui sont très hétérogènes. Et ce qui va vous arriver, c'est que vous allez recomposer finalement vos écosystèmes de création de valeur par la technologie dans les années qui viennent. Donc ce qui va être le driver de tout ça, c'est votre capacité à agréger de la data et à créer des parcours qui sont extrêmement pertinents. Donc vous n'avez plus travailler avec telle société parce que ils font des jolis stands ou des choses comme ça. Vous allez travailler avec cette société parce que vous êtes capable de consolider de la data, de partager de la data avec eux et que cette data va augmenter l'expérience. Je pense que ce sera le principal facteur demain dans la façon dont vous allez développer votre activité. Alors ça peut être des sociétés énormes, ça peut être par exemple des compagnies aériennes, ça peut être des compagnies de VTC, ça peut être des petites startups par ailleurs, mais c'est vraiment la data qui va être au cœur de votre métier. Et votre métier a comme caractéristique, encore une fois, d'être un agrégat d'acteurs de nature extrêmement hétérogène. Quand je vais parler auprès de gens qui sont par exemple dans le domaine de l'électricité, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, eh bien c'est beaucoup plus unifié. Vous avez 3-4 acteurs mondiaux qui structurent les normes, qui structurent les écosystèmes, et finalement c'est beaucoup plus homogène. Vous êtes dans un métier qui a comme caractéristique, pour pouvoir bien fonctionner d'ailleurs, c'est plutôt une chance, d'être extrêmement hétérogène. Ça ressemble d'ailleurs assez bien, je trouve, aux incubateurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un incubateur fonctionne? C'est sa capacité à rassembler des expertises qui sont extrêmement diverses. Quand vous êtes une start-up, un jour vous avez besoin d'un designer, le lendemain vous avez besoin d'un data scientist, un jour vous avez besoin de faire un partenariat avec une très grande entreprise, le lendemain vous cherchez une expertise hyper verticalisée d'une start-up, et on se rend compte que finalement, les incubateurs, par exemple comme le Y Combinator qui fonctionnent, qui sont extrêmement efficaces, c'est ceux qui ont été capables de créer des environnements à base de plateformes, à base de distribution de données, qui fait que aujourd'hui, ils envisagent de décentraliser leur expertise en dehors des murs. C'est plus au Y Combinator en Californie que ça se passe, c'est partout sur Terre, parce que la plateforme permet d'augmenter cette expertise. Alors, comment faire pour rentrer dans cette révolution digitale? Parce qu'on se dit, waouh, ok, sympa et tout, mais je suis toujours aussi paumé qu'avant. 4 règles essentielles. Et là encore, ça devient de plus en plus des analyses statistiques que l'on fait qui nous permettent d'affirmer cela. D'abord, pour les grandes organisations, vous n'avez aucune chance de transformation si le directeur général, le conseil d'administration, les actionnaires, le COMEX ne sont pas 100% à bord. Parce que dans la mesure où vous passez d'organisations en silo à des organisations transversales,
c'est les arbitrages qui vont permettre de réussir ça. Si le directeur financier considère qu'il n'a rien à voir avec ça et qu'il décide de ne pas jouer le jeu, vous ne ferez pas de transformation digitale. Donc vous devez avoir le management à bord de votre organisation, c'est absolument essentiel. Deuxième chose, c'est que c'est du capital humain. Arrêtez de vous focaliser même sur l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas les gens pour la faire tourner, ça ne sert à rien. Les blockchains, tous ces trucs-là, oubliez ces barbarismes et intéressez-vous à l'expertise. La vôtre, pour commencer. Est-ce que vous comprenez ces sujets? Il y a quelques livres à lire, par exemple le mien, excellent livre, qui permet de comprendre ces sujets-là. Et puis, assurez-vous, mesurez l'expertise de votre entreprise d'une façon générale. Si je vous avais montré cette photo et que je vous avais dit que ces gens-là vont faire Microsoft, vous ne l'aurez pas forcément cru. Aujourd'hui, les experts sont pas ce qu'on croit. La personne qui, en ce moment, m'apprend le plus de choses dans la technologie, elle a 20 ans. C'est un de mes amis. Il est expert notamment dans les blockchains. Il est incomparablement plus fort que moi sur tous ces sujets. Il a 20 ans. Il ne finira pas 42 parce qu'il considère qu'il n'a pas besoin de finir 42. Il conseille les plus grandes entreprises en France et à l'étranger. Voilà. Le monde qui vient n'est pas celui qu'on croit en matière de code, en matière de fonctionnement. Ayez une marque employeur forte. Vous allez recruter des mercenaires si vous ne faites pas ça. La marque employeur, c'est essentiel. Vous êtes dans une compétition mondiale où les codeurs, les data scientists, j'ai un ami qui vient d'être diplômé il y a 15 jours. Il a fait 2 années de code. 2 années de code. Il a 5 propositions sur son bureau. La moins chère, c'est 41 000 euros par an. La plus chère, c'est 55 000 euros. 2 années de formation, 55 000 euros de salaire. Voilà, c'est ça le marché auquel on fait face. Donc si vous avez une vision inspirationnelle, si vous avez une marque employeur qui est forte, vous allez recruter ces gens-là. Sinon, vous allez les payer cher, ils ne resteront pas, et ce seront des mercenaires que vous aurez pris. Et puis, ayez une organisation qui permette d'être auto-apprenante. Les organisations agiles sont auto-apprenantes. Si vous pensez à Google, Google, ça a été créé en 1995. Comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer dans l'intelligence artificielle, pour avoir leur top management, qui est le même depuis l'origine de l'entreprise, qui comprend ces sujets? Eh bien, ce sont des organisations agiles. Et les organisations agiles, qui sont basées sur des petits groupes de projets, sont autocontaminatrices. C'est-à-dire que l'expertise se véhicule naturellement, parce que quand vous avez quelqu'un dans un groupe agile qui ne comprend pas le sujet, c'est l'intérêt de tout le monde qu'il le comprenne le plus vite possible pour pouvoir accélérer. Donc c'est aussi une des raisons qui vous permettent de réussir. La GPEC et la formation professionnelle ne sont pas des outils qui vous permettront de rentrer dans la révolution digitale. En général, les organisations traditionnelles, c'est ça. C'est des gens qui sont à peu près tous les mêmes, qui ont des comportements très militarisés, les petits points blancs qui sont au-dessus, et des systèmes d'information qui sont totalement hétérogènes. Les organisations digitales, c'est plutôt comme ça. C'est finalement un potentiel qui est exprimé des gens, et une plateforme qui va permettre d'harmoniser les process de façon extrêmement transversale. Et donc c'est à la fois de la technologie, il faut être capable de plateformiser votre business, et en même temps que vous faites ça, il faut être capable de trouver les gens qui vont faire fonctionner ça. Et donc pour réussir ça, eh bien il vous faut coordonner votre action. Et donc il vous faut une vision, en gros où est-ce que vous voulez aller. C'est pas grave si vous plantez, l'intérêt c'est de polariser les collaborateurs, et que les gens voient à peu près la même chose. À partir de ça, vous allez avoir une roadmap humaine. Qu'est-ce que je vais recruter? À quel rythme? Sur quelle fréquence? Une roadmap technologique et une roadmap de service. Et si vous faites ça, j'ai quelques entreprises que je connais qui font ça, vous allez voir, les choses vont être beaucoup plus claires. Donc plutôt que de dire je vais prendre un gars qui va me faire du deep learning et je vais pouvoir les raconter que je suis une entreprise digitale, ce qui va vous mettre en risque de façon à peu près certaine, roadmapiser, plateformiser et ayez une vision qui soit partagée par vos collaborateurs. Et puis la dernière chose, et c'est important de le dire, c'est introduisez dans votre entreprise une culture de la data et surtout une culture du design. Le design, le UX design, le design thinking, c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'on pense. C'est quoi le design? C'est se mettre à la place de votre utilisateur et se dire c'est quoi son parcours abouti. C'est-à-dire client, mais pas seulement client. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il fait quand ce n'est pas un client? Comment est-ce que je peux faire pour avoir un point de contact avec lui quand ce n'est pas un client encore? Alors évidemment, il y a des méthodes classiques qui sont de faire du branded content, qu'on a souvent à l'esprit, mais il y a des méthodes plus sophistiquées qui sont
de s'allier avec des gens qui, eux, vont capter la data pendant que ça n'est pas un client, pour faire des expériences qui sont beaucoup plus abouties. Donc voilà les quelques notions que je voulais évoquer. Il y a deux risques majeurs que je ne peux pas ne pas mentionner, c'est les risques de privacy. Donc tout à l'heure, vous avez parlé du RGPD. C'est un cadre qui est évidemment extrêmement contraignant, mais je pense que c'est un cadre nécessaire. Vous êtes vraiment des métiers qui sont en B2C. Vous êtes en interface avec des millions de personnes qui passent. Si le cadre européen, le cadre français, ça peut être rassurant pour ces gens-là. En apparence, on se dit c'est beaucoup d'inconvénients. Demain, ça sera un asset. Les États-Unis commencent à dire c'est plus possible d'avoir toutes les 2 semaines un scandale avec Facebook, avec toutes ces entreprises. Il va falloir qu'on regarde ce que font les Européens à cet égard. Je suis conscient du fait que le RGPD a des limites, a des faiblesses, qu'il est très contraignant, mais je pense que si vous gouvernez la donnée, si vous créez une culture de la data dans votre entreprise, vous aurez beaucoup plus de facilité à finalement avoir une data qui est mobile, qui est utilisable, que si vous demandez à votre directeur juridique de vous définir ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que lui, il va vouloir se baquer et il va vous dire qu'on ne peut rien faire, ce qui est le cas dans la plupart des grandes organisations. L'autre aspect, pensez-y, à l'échelle de l'Europe, on a entre 20 et 60 milliards de coûts induits par les cyberattaques. C'est beaucoup plus que ce qu'on dépense à l'échelle de l'Europe. On doit dépenser probablement entre 10 et 15 milliards en matière de cybersécurité à l'échelle européenne. Donc, investissez dans la sécurité. Ce n'est pas quand on est malade qu'il faut se soigner, c'est avant, c'est faire de la prévention. Si vous allez sur le site de l'ANSSI, vous avez 10 recommandations de base que vous pouvez tous adopter du jour au lendemain. Chose extrêmement simple, juste faites ça. 80% des PME ne le font pas. Donc il y a vraiment des progrès à faire à cet égard. Et finalement, vous voyez, je n'ai que 2 slides sur les risques et les menaces. On parle toujours de ça en termes apocalyptiques. Moi, je pense que c'est une opportunité absolument extraordinaire parce que en France, on a l'asset. L'asset, c'est le patrimoine. Tout le monde veut venir en France. Moi, je le vois absolument tout le temps. Et donc, ce truc-là ne va pas disparaître. Donc, c'est à vous, finalement, sur cet asset, de rajouter cette couche technologique qui existe déjà, je pense, de façon éparse dans le monde, pour faire en sorte qu'on ait à la fois une expérience totalement aboutie entre le patrimoine et le potentiel de personnalisation de la technologie. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Ça marche. C'est bon. Bonjour, Laurence Rousseau, journaliste. Vous parlez vous avez terminé sur le RGPD qui effectivement peut être contraignant d'un point de vue de l'entreprise et professionnel. Il n'est pas forcément, moi je le trouve pas forcément très élevé en termes de contraintes en tant que consommateur. Et même on est de plus en plus dans des situations d'intrusivité et on est traqué en tant que consommateur, visiteur et autres. Donc, comment vous voyez évoluer un petit peu la réglementation et je sais que c'est une question sur laquelle vous êtes sensible. Vous parlez de révolution numérique, quid de la révolution écologique avec la data, les data centers, la 5G et les problématiques d'un point de vue de la planète et des enjeux futurs. Oui, c'est 2 grosses questions, donc je vais essayer de répondre de façon succincte, mais le RGPD est très imparfait. Il y a beaucoup de plaintes auprès de la Commission, notamment de la part des représentants des PME sur le fait que c'est extrêmement contraignant. Dans d'autres domaines, par exemple dans celui du machine learning, on peut arriver à être très coercitif sans avoir de données personnelles. Donc voilà, le cadre va évoluer de façon forte et on parle de nouvelles directives auprès de la Commission à cet égard. Mais le RGPD, c'est un texte fondateur. C'est un texte qui a une nature quasi constitutionnelle. En gros, ce que ça dit, c'est vous avez le droit de gouverner vos données. Et c'était pas évident. Auparavant, les données, elles étaient dans un disque dur qui appartenait à une entreprise, c'était plus à vous. Et donc, vous pouvez vous martyriser avec vos données sans forcément que vous puissiez réagir. On a complètement renversé ça.
Et c'est ça qui est important. Après, on va améliorer ce texte, il va être modifié, mais c'est un élément fondateur. C'est un acte européen fondateur. Et je pense que si on a certaines impatiences à cet égard, il faut être conscient qu'il a une nature qui est quasiment historique à cet égard. Sur l'aspect de l'environnement, effectivement, j'y suis extrêmement sensible. Donc, on a une explosion de la consommation des données des data centers. Je vous ai parlé tout à l'heure des GPU, c'est une source et de l'intelligence artificielle, c'est une source de consommation qui est absolument préoccupante, je pense. Il y a néanmoins une amélioration qui est absolument extraordinaire de l'efficacité énergétique à la fois de ces data centers et de ces systèmes. Ce que je crois important de dire aussi, c'est que la technologie, c'est probablement l'une des choses les plus efficaces pour économiser de l'énergie. Quand vous construisez un parcours d'un usager et que vous lui donnez une alternative entre prendre l'avion ou le train, vous pouvez faire beaucoup plus que tous les processus de calcul qui ont concouru à ça. Et d'ailleurs, on va dans cette direction-là. Je pense que quand vous êtes face à des milliers de fournisseurs, imaginons que vous ayez des algorithmes qui vous aident à choisir les fournisseurs qui sont les plus efficaces en termes énergétiques, en termes environnementaux. On changerait complètement la nature de votre activité. On va également vers ce genre de choses. Donc, moi, je suis de ceux qui sont raisonnablement optimistes quant au potentiel de la technologie par rapport à l'environnement. Il faut être d'un niveau d'exigence absolu. Il y a clairement des biais énormes. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'évolution des réseaux qui vont faire que quand vous allez sur Netflix, vous ne faites plus tourner une quinzaine de très grosses universités. Voilà, donc ça va complètement changer parce que vous allez aller dans votre trottoir à côté de chez vous. Et donc on va diviser la consommation d'énergie par des grands multiples de ce fait. Et il faut aussi être conscient de ce genre de choses. Si vous voulez, je finirai là-dessus parce que c'est un vaste sujet. Je pense qu'il faut absolument éviter d'être manichéen. C'est-à-dire que la technologie, c'est pas mal ou bien, c'est un enabler, c'est entre les deux, et c'est la façon dont on l'utilise qui va faire en sorte qu'elle pourra concourir à améliorer ou à détruire l'environnement. Une dernière question ? Ouais, il faut tourner beaucoup pour... Je vous propose de remercier... Hop, dernière seconde, c'est vraiment avant le troisième coup de marteau. Hein. Oui, Michel Filzi, Reed. Vous disiez la technologie n'est ni bien ni mal, donc ce qui est déjà une notion morale, elle est juste ce qu'on en fait. Il semble quand même que les systèmes et les penseurs, tant sur le plan de la morale que de la philosophie, voire politique, sont quand même, et le RGPD est peut-être une exception à ça, ils sont quand même très en retard et très à la ramasse. Le cas des choix moraux dans le cas de la voiture autonome en est un exemple. L'utilisation de la reconnaissance faciale en Chine en est un autre exemple, et tout le système de scoring des individus, etc. etc. Donc il y a d'un côté, il semblerait qu'il y a soit des gouvernements, soit des groupes, ou des entreprises qui ont décidé de faire leurs propres choix et de se dicter une propre conduite morale, politique, philosophique. Mais où sont les penseurs qui aident la multitude à réfléchir à l'utilisation de la technologie aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de gens qui émettent une réflexion très profonde, je crois, sur ces sujets. Ce que vous avez introduit une notion qui m'est chère et qui est importante, c'est que la technologie n'est pas neutre. C'est-à-dire, on se dit, c'est de la technologie, après c'est ce qu'on en fait, c'est ce que j'ai laissé un peu penser. C'est pas vrai. C'est-à-dire, quand vous inventez le canon à poudre, en fait, vous allez structurer toute notre façon de voir le monde. C'est-à-dire, vous allez inventer l'État-nation. Le canon à poudre a permis de fédérer des petits potentats locaux parce qu'on pouvait détruire les murailles des châteaux forts. Et donc, l'État-nation vespalien tel qu'on le connaît depuis 1648, eh bien, c'est une conséquence de la technologie. Voilà. Et la technologie, elle aplatit le monde aujourd'hui. 45, c'est ça ? J'ai vu que... Ok. Eh bien, la technologie aujourd'hui aplatit le monde et remet en cause les États-nations. Il fait monter des pouvoirs capitalistes, un sujet qui m'intéresse beaucoup, fait perdre de la souveraineté aux États. Donc oui, il y a des sujets d'inquiétude. Je vais finir en vous disant ceci, c'est que moi je considère que la seule chose dont il faut se méfier,
c'est des comportements grégaires conduits par la peur. C'est-à-dire de dire que ce truc-là, il faut tout fermer, il faut tout arrêter, etc. On a beaucoup fait ça en Europe, notamment parce que les gens qui ont fait la régulation, particulièrement en France, ne comprenaient pas ces sujets. Donc on donnait à des juristes une très grande latitude d'action. Et si aujourd'hui on manque de start-up, etc., c'est parce qu'on a été excessivement conservateur. Donc il faut trouver le juste milieu. Il y a clairement une troisième voie à construire pour l'Europe. Je pense qu'on est en train de la construire. Il y a une explosion du nombre d'unicornes dont je vous parlais tout à l'heure en Europe. Donc il y a un phénomène de rattrapage qui est très très visible. Maintenant, il faut le faire avec nos caractéristiques, notre filet social, notre exigence environnementale. Et c'est sans doute peut-être ça qui pourrait provoquer un vrai comeback de l'Europe dans ce monde particulièrement compliqué. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Gilles, merci beaucoup.